Bonjour à tous, nous allons commenter le chapitre 4, le noyau de l'atome. Comme d'habitude, une partie du programme, la partie du programme concernée, s'affiche. Nous la commenterons en fin de chapitre. Alors, tout d'abord, constitution d'un atome. Nous allons étudier le cas de l'atome de carbone, de symbole grand C. Soit donc un atome de carbone. Voici une représentation de l'atome de carbone. La partie centrale, on l'appelle le noyau. La partie périphérique, on va l'appeler le nuage électronique. Regardons un petit peu ce qu'il y a dans le noyau. Dans le noyau, il y a des particules que l'on appelle les nucléons. Alors, les particules en bleu, on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Les particules vertes, eh bien, on les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc en tout, il y a 6 particules bleues et 8 particules vertes. Donc en tout, 14 particules. Donc on a ici un nombre de nucléons qui vaut 14 et qu'on va appeler grand A. Et grand A, c'est ce qu'on appelle le nombre de masse. Ensuite, eh bien, on va regarder le nombre de particules bleues, c'est-à-dire les protons. Alors les protons, eh bien il y en a 6 et on appelle Z leur nombre. Donc, Z égale 6 protons et Z, eh bien on l'appelle le numéro atomique de l'atome de carbone. Donc muni de ces deux nombres, on va pouvoir écrire l'écriture conventionnelle du noyau de l'atome de carbone. Alors ça s'écrit d'abord avec le symbole de l'atome de carbone, grand C, et puis en haut à gauche avec grand A le nombre de masse, qui vaut 14, et en bas à gauche avec Z qui vaut 6, c'est-à-dire le nombre de protons, c'est-à-dire le numéro atomique. Continuons à nous occuper de la description des nucléons. On avait dit donc qu'il y avait 6 protons, et là, eh bien, on constate qu'il y a 8 neutrons, parce qu'évidemment, si on a 14 nucléons et 6 protons, ça fait 14 moins 6 égale à 8, 8 neutrons. On les avait d'ailleurs comptés. Bon, alors, les protons sont des particules chargées d'électricité, positives. Elles portent toutes la même valeur de la charge. Alors, dans un proton donc, porte une charge plus E. Et petit e est appelée la charge élémentaire. La charge élémentaire, c'est la plus petite charge stable que l'on trouve dans la nature. Alors maintenant, au point de vue neutrons, nous savons qu'il y en a 8. Les neutrons, eux, ne possèdent pas de charge électrique, ont une charge électrique nulle. Voilà. Donc nous nous sommes occupés des nucléons, donc protons et neutrons. Nous les avons comptés et nous avons signalé que les charges qu'elles portent. Donc plus E pour les protons et 0 pour les neutrons. Occupons-nous maintenant du nuage électronique. Alors avant, zoomons sur le nuage électronique. Qu'est-ce qu'il y a dans ce nuage? Eh bien, il y a des particules. Des particules, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ces particules, eh bien, on les appelle les électrons. Et il y en a 6. Il y en a donc autant que de protons. Et ça, il faut le savoir, que autant d'électrons que de protons dans un atome. Voilà, donc autrement dit, ces électrons, vous voyez qu'il y a des petits moins là, eh bien, ça veut dire que ces électrons sont chargés négativement. Donc, ces électrons sont chargés négativement et leur charge vaut moins E. C'est-à-dire qu'elle est opposée à la charge du proton. Elle vaut moins E. Alors maintenant, on va se poser une petite question importante pour aboutir à une conclusion importante. Donner la charge du noyau, du nuage électronique de l'atome et de l'atome de carbone. Conclure. Donc, un élément de réponse. Charge du noyau. Alors, charge du noyau, c'est la charge des protons
plus la charge des neutrons. Charge des protons, il y a 6 protons de charge plus E, donc ça fera 6 fois plus E, et 8 neutrons de charge nulle, plus 8 fois 0, ce qui fait 6E. La charge du nuage électronique. Alors, charge du nuage électronique. Le nuage électronique, il y a 6 électrons, chacun porteur d'une charge moins E, donc la charge électronique totale, c'est 6 du nuage, c'est 6 fois moins E, c'est-à-dire moins 6E. Et maintenant, la charge électrique totale de l'atome, eh bien, c'est bien entendu la charge du noyau plus la charge du nuage. La charge du noyau, c'est 6E, la charge du nuage, c'est moins 6E. Donc, autrement dit, la somme fait 0. En conclusion, eh bien, on pourra dire que la charge totale de C est nulle, et donc on dira que l'atome de carbone est électriquement neutre. Alors, généralisons cela à tout type d'atome. Donc, le bilan, constitution d'un atome, écriture conventionnelle du noyau. Voilà donc le résumé. Alors, on considère un atome de symbole grand X, le voici, et on regarde ce qu'il y a donc dans le noyau. Dans le noyau, il y a donc des nucléons, ce sont les particules qui constituent le noyau, vous voyez, c'est en vert et en bleu. Il y a deux types de nucléons, donc il y a les protons chargés positivement, que vous voyez là. Les protons portent une charge positive plus E, et plus E, c'est la charge élémentaire. La charge élémentaire, elle a une valeur. Alors, une valeur dans une unité de charge électrique qu'on appelle coulomb, et qui a pour symbole grand C, petit e égale 1,60, 10 puissance moins 19 coulombs. C'est une valeur qui n'est pas à retenir, qui sera toujours donnée dans les exercices. Ensuite, deuxième type de nucléon, eh bien, ce sont les neutrons. Les neutrons ont une charge E. Alors maintenant, nous nous occupons du nuage électronique et donc des électrons. Les électrons sont chargés négativement et ont une charge négative moins E opposée à la charge des protons. Maintenant, point de vue nombre de particules dans un atome grand X. Alors, regardons un peu. Grand A, eh bien, c'est le nombre de nucléons, on l'appelle le nombre de masse. Grand Z, c'est le nombre de protons, ici les particules bleues, qu'on appelle le numéro atomique de grand X. Et puis grand A-Z, c'est le nombre de neutrons. Et enfin, il y a autant d'électrons que de protons, soit Z électrons. Un atome a une charge totale nulle, il est électriquement neutre. On l'a vu dans le cas de l'atome de carbone. Écriture conventionnelle d'un noyau. Alors on commence par écrire le symbole, grand X. X est le symbole de l'atome concerné. En haut à gauche, on écrit le nombre de masse. Et en bas à gauche, on écrit la valeur du numéro atomique. Alors, il faut savoir comparer la taille et la masse d'un atome et de son noyau. Rappel des capacités mathématiques exigibles. Alors, savoir exprimer des valeurs de grandeur en écriture scientifique. Connaître la notion d'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur d'un nombre grand A est la puissance de 10 la plus proche de ce nombre. Alors, si on écrit grand A égale petit a 10 puissance n sous forme d'écriture scientifique, petit a est un nombre compris entre 1 et 10. Deux cas se présentent. Si a est compris entre 1 et 5, l'ordre de grandeur est égal à 10 puissance n, on garde la même puissance. Et si a est supérieur ou égal à 5, strictement inférieur à 10, eh bien on rajoute 1 à l'exposant, et l'ordre de grandeur sera égal à 10 puissance n plus 1.
Troisième capacité exigible, pour comparer deux grandeurs de même nature, de masse, de taille, de vitesse par exemple, eh bien il faut effectuer leur quotient. Ça, il faut que ce soit un réflexe. Et enfin, savoir réaliser des opérations sur les puissances de 10. Alors, une capacité exigible, savoir citer l'ordre de grandeur de la taille de l'atome. Ça, on ne vous le dira jamais. Exercice. Pour conduire justement à l'ordre de grandeur de la taille de l'atome, le rayon d'un atome de fer R égale 1,5 10 puissance moins 10 mètres. Quel est l'ordre de grandeur de la taille d'un atome de fer? On admettra que ce résultat est valable pour tous les atomes. Un petit élément de réponse. La taille d'un atome de fer, c'est le diamètre de l'atome de fer, c'est-à-dire 2 fois R, soit 2 fois 1,5 10 moins 10 mètres, égale 3,0 10 moins 10 mètres. Vous voyez que la taille de l'atome de fer est écrite en notation scientifique. Donc vous voyez que le A ici, qui vaut 3,0, donc compris entre 1 et 5. Autrement dit, l'ordre de grandeur de la taille de l'atome de fer sera égal à 10 puissance moins 10 mètres. C'est quelque chose que nous devons retenir. L'ordre de grandeur de la taille d'un atome est égal à 10 puissance moins 10 mètres. C'est à retenir. Comparer la taille d'un atome à celle de son noyau. Alors, exercice, l'ordre de grandeur de la taille du noyau d'un atome est 10 puissance moins 15 mètres. Comparé à la taille de l'atome. Alors pour comparer à la taille de l'atome, eh bien, il va falloir faire le rapport. Donc, un petit élément de réponse, on sait que l'ordre de grandeur de la taille de l'atome est 10 moins 10 mètres, c'est ce qu'on vient de voir, et que l'ordre de grandeur de la taille du noyau, c'est ce que l'on a indiqué ici, est égal à 10 puissance moins 15 mètres. Donc pour les comparer, on va faire le rapport de la taille de l'atome à la taille du noyau. Alors c'est environ égal à 10 moins 10 mètres sur 10 puissance moins 15 mètres, soit, propriété des puissances de 10, 10 puissance moins 10 moins 15 égale 10 puissance 5, sans unité. Ainsi, la taille de l'atome est de l'ordre de 10 puissance 5 fois la taille du noyau. Voilà, la taille d'un atome est de l'ordre de 10 puissance 5 fois la taille de son noyau. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Une analogie pour mieux comprendre qui aboutira à la notion de structure lacunaire d'un atome. Alors regardons un petit peu. Représentons le noyau d'un atome par une tête d'épingle de 1 mm égale 10 puissance moins 3 mètres. Voilà la petite tête d'épingle. L'atome tout entier peut être représenté par un terrain de football de dimension 100 mètres égale 10 puissance 2 mètres. Alors pourquoi ? En effet, on voit bien que si on fait le rapport de la dimension du terrain de football divisé par la dimension de la tête d'épingle, c'est-à-dire 10 puissance 2 en mètres, sur 10 puissance moins 3 en mètres, on obtiendra 10 puissance 2 moins 3 égale 10 puissance 5, c'est-à-dire le même rapport que la taille de l'atome à la taille du noyau. Donc on vient de montrer que cette analogie est pertinente. La taille de l'atome est donc immense devant celle du noyau. Or, la matière de l'atome est répartie entre le noyau, de très petite taille, et un petit nombre d'électrons éparpillés sur un immense espace vide de matière. Ces petits électrons, si on plante la tête d'épingle ici qui représente le noyau, ici, là, eh bien, il y a quelques électrons qui se baladent et puis qui sont très distants les uns des autres, donc il y a essentiellement du vide. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'un atome est essentiellement fait de vide. L'atome a une structure lacunaire. Lacunaire, lacune, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un trou. Quand vous avez une lacune en physique-chimie, par exemple, ça veut dire que vous avez un trou en physique-chimie. Donc la lacune signifie vide. C'est essentiellement fait, un atome est essentiellement fait de vide. Masse d'un proton, d'un neutron, d'un électron. Un petit exercice introductif.
la masse d'un proton est voisine de celle d'un neutron. Donc on donne la masse d'un nucléon, 1,67 10⁻27 kg, à ne pas retenir par cœur, et on veut comparer la masse d'un électron, que l'on donne ici, 9,1 10 puissance moins 31, à celle d'un nucléon. Un élément de réponse. Pour cela, on fait le rapport, comme d'habitude, lorsqu'on veut comparer deux grandeurs de même nature, on en fait le rapport. Alors là, on fait le rapport de la masse d'un nucléon à la masse d'un électron, soit 1,67 10⁻27 kg divisé par 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. 1,67 sur 9,1, c'est 0,18, multiplié, alors j'ai oublié le petit signe, multiplié par 10 puissance moins 27 moins 31, propriété des puissances de 10, égale 0,18 fois 10 puissance 4, égale en notation scientifique 1,8 10 puissance 3. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, si on 1,8 10 puissance 3, si on fait fi des chiffres significatifs, c'est 1800. Ça voudra dire donc que la masse d'un nucléon est environ 1800 fois la masse d'un électron. Donc, si l'on retient que, si la masse, donc ça voudra dire que la masse d'un proton ou d'un neutron est 2000 fois plus grande que celle d'un électron. On peut retenir ça à l'aide d'une image. Si l'on place par la pensée un proton sur le plateau d'une balance, et pour que cette balance soit équilibrée, il faudra qu'on mette dans l'autre plateau 2000 électrons. Ça veut dire que en fait, l'électron a une masse négligeable devant celle du proton. Et ça, il faut le retenir. Donc, autrement dit, retenons que la masse d'un proton est égale à la masse d'un neutron, on l'a vu, et il faut le retenir, et que d'autre part, la masse d'un électron est négligeable devant la masse d'un nucléon. Comparer la masse d'un atome à celle de son noyau, cette fois-ci. Alors, un petit exercice sous forme de 3 questions. Exercice: le noyau d'un atome de cuivre, le symbole grand C petit u, possède Z égale 29 protons, c'est donc son numéro atomique, et grand A égale 63 nucléons, c'est son nombre de masse. Calculez le nombre de neutrons dans le noyau et le nombre d'électrons dans un atome de cuivre. Donnez l'écriture conventionnelle du noyau d'un atome de cuivre. Une petite révision de ce qui a été vu auparavant. Voyons un petit élément de réponse de la question 1. Le nombre de neutrons, évidemment, on sait que c'est égal à A-7, 63 moins 29 égale 34. Ensuite, le nombre d'électrons, eh bien, on sait qu'il y en a autant que de protons, donc il est aussi égal au numéro atomique Z, et il vaut 29. Il y a donc 29 électrons. Et enfin, l'écriture conventionnelle du noyau, puisque l'on sait que l'on a A nucléon, on écrira donc grand C petit u, donc le symbole de l'atome de cuivre, avec en haut à gauche le nombre de nucléons, le nombre de masses, 63, et en bas à gauche le numéro atomique, soit 29. Deuxième question, lisons-la. Calculez la masse du noyau de l'atome de cuivre en utilisant la donnée M nucléon. Alors, réponse 2. La masse du noyau de l'atome de cuivre. La masse du noyau d'un atome est égale à la somme des masses des nucléons. Comme tous les nucléons ont la même masse et qu'il y a un nombre grand A de nucléons, on pourra dire que la masse du noyau est égale à A fois la masse d'un nucléon. Alors si on fait le calcul, M noyau est égal à 63, puisqu'il y a 63 nucléons, fois 1,67 10⁻27, soit en écriture scientifique 1,05 10 puissance moins 25 kg. Question 3. Alors, lisons d'abord la question. Calculez la masse de l'atome de cuivre en tenant compte de ce qui précède. Alors, la masse de l'atome de cuivre, c'est la masse du noyau plus la masse des électrons. Alors, la masse du noyau, on sait que c'est d'abord la masse des électrons,
est négligeable devant la masse d'un nucléon. La masse d'un électron, pardon, est négligeable devant la masse d'un nucléon. Donc la masse de l'ensemble des électrons est négligeable devant la masse du noyau. Autrement dit, on pourra barrer, ici négliger la masse des électrons. Donc finalement, la masse d'un atome est très voisine de la masse du noyau. Et donc, eh bien, c'est ce qu'il faudra retenir, que la masse d'un atome est très voisine de la masse du noyau, est égale à A fois la masse d'un nucléon. Ça fait partie du cours. Notion d'éléments chimiques. Alors, introduction, nous considérons trois entités chimiques différentes. Alors, l'entité 1, c'est un atome d'oxygène. L'entité 2, c'est un deuxième atome d'oxygène, un peu différent, on va le voir. Et l'entité 3, un ion oxyde, O2-, c'est-à-dire un atome d'oxygène auquel on a rajouté 2 électrons. Alors voilà la première entité. La voici décrite visuellement. Elle comporte des protons en bleu, donc dans le noyau, des neutrons en vert et des électrons en rouge. Deuxième entité, un autre atome d'oxygène, on va voir qu'il est un peu différent. Troisième entité, voici l'ion oxyde. Alors maintenant, on va se poser la question de compter toutes les particules de chacune des entités. Combien de protons, de neutrons et d'électrons y a-t-il dans chaque entité? Alors, dans l'entité, réponse à la question 1. Dans l'entité 1, combien y a-t-il de protons? Comptons-les. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y a donc 8 protons. Z égale 8 protons. Z, c'est le numéro atomique, rappelons-le. Combien de neutrons? Alors, ça va être un peu plus délicat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, on compte 8 neutrons. Donc, on va mettre 8 neutrons. Les électrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y a également 8 électrons. Pour l'entité 2, on va recompter pareil. On va compter le nombre de protons. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 protons. On va compter les neutrons en vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6 là-dedans dans le petit recoin, 7, 8, 9, et puis 10. Donc on va compter 10 neutrons. Et au point de vue électron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc il y a encore 8 électrons. Et pour l'entité 3, qui est l'ion oxyde, donc là c'était un autre atome d'oxygène. Entité 3, eh bien on va compter, alors ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 protons encore. Pour les neutrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 neutrons, et les électrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis 2, 10. Donc, on va compter 10 électrons. Alors, une petite question, question 2, en quoi diffèrent les entités 1, 2 et 3? Alors, si on regarde l'entité 1 et l'entité 2, qu'est-ce qui est différent? Il y a 8 neutrons pour l'entité 1, 10 neutrons pour l'entité 2. Le reste, c'est pareil. Pour l'entité 2 et 3, ici, il y a 10 neutrons et 8 neutrons pour l'entité 3, 8 électrons et 10 électrons pour la 2 et la 3. Donc, autrement dit, les entités 2 et 3 diffèrent par leur nombre de neutrons et d'électrons. Si on regarde l'entité 1 et l'entité 3, eh bien, 8 neutrons, il y a 8 électrons, 10 électrons. Donc, l'entité 1 et l'entité 3 diffèrent par leur nombre d'électrons. Donc, au final, eh bien, les entités 1, 2 et 3 diffèrent par leur nombre de neutrons et d'électrons. Quel est leur point commun?
eh bien on voit que 1, 2 et 3 ont en commun leur nombre de protons. Vous voyez ici, il y a 8 protons dans les 3 entités. Eh bien, on dira que les entités 1, 2 et 3 sont 3 représentants du même élément chimique que l'on appelle l'oxygène et qui est pour symbole O. D'où la définition d'un élément chimique qu'il faut retenir. Un élément chimique désigne l'ensemble des atomes et des ions monoatomiques de même numéro atomique Z, c'est-à-dire ayant le même nombre de protons dans leur noyau. Alors, nom et symbole d'un élément chimique. Un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique Z, auquel sont associés un nom et un symbole déterminés. Son nom est celui d'un atome de l'élément chimique et son symbole comporte une lettre majuscule ou bien une lettre majuscule suivie d'une lettre minuscule. Donnons 2 exemples. L'azote, par exemple, est un élément chimique de numéro atomique Z égale à 7, auquel on associe le symbole grand N. Ici, c'est une lettre majuscule pour le symbole de l'azote. Un autre exemple, l'or est un élément chimique de numéro atomique Z égale 79, auquel on associe le symbole grand A petit u, une lettre majuscule, donc ici, suivie d'une lettre minuscule pour le symbole de l'atome d'or. Donc, attention, l'écriture, si on écrit l'atome de cuivre avec le symbole C grand U, pour le symbole donc, de cuivre, c'est erroné. Il faudra alors, pour corriger, supprimer le grand U et le remplacer par un petit u, une lettre minuscule. Alors, en bilan, donc, revoyons un petit peu ce qu'exigeait le programme. Le noyau de l'atome siège de sa masse, parce que toute la masse finalement de l'atome est dans le noyau, les électrons ayant une masse négligeable, et de son identité, c'est-à-dire l'élément chimique. Donc vous voyez ici, notion de numéro atomique, de nombre de masse, l'écriture conventionnelle, l'élément chimique. Nous avons parlé de masse et de charge électrique d'un électron, d'un proton, d'un neutron, charge électrique élémentaire, et parlé de la neutralité de l'atome, c'est-à-dire de l'électroneutralité de l'atome. Bon, il fallait donc, comme savoir-faire, citer l'ordre de grandeur de la valeur de la taille d'un atome, 10 × 10 mètres, comparer la taille et la masse d'un atome et de son noyau, établir l'écriture conventionnelle d'un noyau à partir de sa composition et inversement, et les capacités mathématiques, effectuer le quotient de grandeur pour les comparer, utiliser les opérations sur les puissances de 10, et exprimer les valeurs des grandeurs en écriture scientifique. Voilà, la leçon est terminée.